nous avons aujourd'hui avec nous l'école Weller et avec leur représentant, leur directeur ici, Monsieur Patrick Thiel, et Valérie Garnet, qui est une étudiante dans cette école, et Dominique Charpent, qui est aussi ici pour représenter l'école. Donc bienvenue à vous trois au programme franco-américain. Je pense que ça va être un programme excellent parce que justement en ce moment les grosses nouvelles c'est sur les importations, les exportations. Enfin, c'est non seulement des nouvelles locales mais c'est des nouvelles à peu près mondiales parce que ça a touché dans plusieurs pays dans les nouvelles. Enfin, étant donné que le président des États-Unis justement est allé dans plusieurs pays justement pour encourager les exportations. Donc je pense que les exportations c'est une des raisons, un des points économiques les plus importants pour qu'un pays puisse survivre économiquement, étant donné que tout pays a besoin d'importer. Est-ce que vous pouvez peut-être, avant de commencer à parler de ce sujet, nous faire une petite introduction sur l'école? Par exemple, pouvez-vous nous dire, ça fait combien de temps que cette école existe? Oui, bien sûr. Cette école, en fait, a maintenant 11 ans. Oui. Elle a été lancée à Paris et s'est ramifiée dans toutes les grandes villes de province. Il y a maintenant de cela entre 5 et 7 ans, et plus récemment encore, il y a 3 ans, pour les écoles situées dans le sud de la France. Oui. Donc c'est un réseau de 13 écoles, 10 écoles en France et 3 écoles à l'étranger. Stuttgart, Barcelone et puis bien sûr San Francisco. Oui. Donc 11 ans, qui totalise maintenant un groupe qui totalise environ 1300 étudiants, un peu plus de 1300 étudiants. Et donc vous avez pu en 13 ans, plutôt en 11 ans, peut-être faire des progrès? Oui, des changements, de nouvelles implantations. Donc je parle des implantations en France, des implantations à l'étranger. Oui. Et des développements à venir encore sur l'Europe. D'accord. Et le programme aussi a un peu changé, n'est-ce pas? Le programme a changé. C'est donc une école de commerce en France après le baccalauréat, où l'on entre sur concours d'entrée, pour une durée de 4 années. Donc 4 années d'études, bac plus 4. Première année qui se passe dans les écoles en France. Oui. Les 2 premières années? Non, la première année. Et puis la deuxième et troisième année, c'est donc le programme international. Okay. Donc deuxième année, on la passe en Europe, ou aux États-Unis, ici à San Francisco. Donc en fonction des choix linguistiques, deuxième langue des étudiants. Et troisième année, vice-versa, en fonction également. Donc soit l'Europe, soit les États-Unis. Mais dans tous les cas, les étudiants passent tous une année d'études et en Europe et aux États-Unis. D'accord. Et la quatrième année, c'est donc le retour en France et puis la préparation du projet professionnel. Est-ce que ça arrête certains étudiants le fait qu'ils doivent voyager ou bien au contraire, ça les encourage à s'inscrire? Au contraire, maintenant, ça les attire parce qu'ils veulent aller aux États-Unis. De plus en plus, oui. Bien sûr en Europe, mais les États-Unis aussi, qui attirent encore beaucoup les étudiants français. Est-ce que la personne à la tête de la création de cette école avait en tête justement, peut-être en collaboration avec le gouvernement, d'encourager les exports? Est-ce que vous pensez que c'est là d'où est née cette école? C'est certainement une des idées. Oui, parce que on demande, cela fait partie du programme, aux étudiants de l'école Weller, de développer un projet, enfin c'est plus qu'un projet, c'est ce qu'on appelle une mission pays, une mission import ou export, vers l'Europe ou les États-Unis. Ça fait partie de leur programme de deuxième et troisième année. Donc ils sont tenus de chercher une entreprise qui souhaite exporter ses produits, qui souhaite se développer soit sur l'Europe, soit sur les États-Unis. Également, on pourra en parler tout à l'heure, on a ouvert ces missions pays sur le monde entier. En fait, certains ont aussi bien travaillé au Canada, au Japon l'année dernière, c'est arrivé. Okay. Et même s'ils ne trouvent pas de quelque chose à exporter, ils peuvent par la suite, en finissant leurs études, peut-être que quelques idées vont germer dans leur tête pour qu'ils développent ça. C'est un des objectifs aussi, oui. Bien sûr. Par exemple, quand ils sont dans le pays, qui se retrouvent soit en Allemagne, en Espagne, aux États-Unis, prendre des contacts suffisamment intéressants pour, pourquoi pas, donc ramener des idées en France dans leur pays. Donc peut-être que plus tard, ils penseront à exporter un produit français, peut-être. Oui, et c'est ce qui se passe. Sur le réseau des anciens élèves, il y a maintenant un peu plus de 1100 étudiants, anciens étudiants qui sont sortis du groupe. Et sur ce réseau d'anciens élèves,
5% créer leur entreprise et On peut exporter quelque chose? Oui. C'est quand même encourageant. Oui, c'est déjà encourageant. Je pense que si j'étais peut-être président en France, je paierais pour cette école, enfin, parce que c'est vraiment les exports font la vitalité d'un pays en grande part. Disons qu'on nous a testés, on nous regarde évoluer depuis 11 ans. Oui, et d'année en année, on nous aide de plus en plus, effectivement. Ah oui, bien sûr. On en reparlera avec Valérie et Dominique, qui pourraient donc parler de leur mission. D'ailleurs, je crois qu'ils sont les exemples vivants de ce qui se passe actuellement. Certains ont réalisé des missions sur l'Europe, les deux missions sur l'Europe et les États-Unis. Je pense que vous pourriez en parler déjà. Peut-être qu'on peut commencer par Valérie. Oui. Et puis expliquer ce que vous avez fait déjà sur l'Europe et puis ici. Donc moi je suis partie en Espagne et j'ai réalisé 2 missions. La première s'appelle Aquasis, c'est-à-dire sur les lavages automatiques de voitures, les lavages à haute pression. Et c'est un produit français. C'est un produit français. C'est un nouveau produit qui vient de sortir en France. Et donc là j'ai procédé d'abord par une étude de marché. Est-ce que le fait d'exporter était dans tes idées lorsque tu t'es inscrit dans l'école, ou bien c'était une? Qu'est-ce qui t'a attiré surtout dans l'école? Déjà, je voulais faire du commerce. Ah d'accord. Oui, mon but est de créer une entreprise. D'accord. Et donc de travailler dans l'export. De l'école. Oui, je disais 5%. De former des étudiants qui pourraient plus tard créer leur propre. On est vraiment formés pour créer notre entreprise. Et donc, le but de venir aux États-Unis, c'est peut-être de vous informer sur les lois pour pouvoir donc exporter aux États-Unis. Oui, bien sûr. J'ai eu la personne qui fait French Trade Import et il nous a dit que c'est très facile finalement. Est-ce que c'est vrai? C'est d'importer de France. Enfin, lui, il est importateur des produits français et les vend ici. Donc, il paraît que les lois sont très faciles ici aux États-Unis. Est-ce que vous avez étudié ça encore? Pas encore. Ça dépend quel produit. Ah, d'accord. Il y a donc des restrictions sur certains. Surtout aux États-Unis, c'est pour alimentaire. Mais il n'y a pas de protectionnisme. Les États-Unis, c'est ouvert pour tout, n'est-ce pas? Oui et non. Oui, tout dépend des secteurs d'activité en fait. Certains rencontrent, Valérie vient de le mentionner, il y a 2 étudiants l'année dernière qui voulaient exporter des produits alimentaires et qui se sont vus effectivement fermer certaines portes en arrivant. À cause du USDA? Oui, bien sûr. Mais donc en général, c'est très ouvert. Et ils ont énormément d'opportunités. Je crois que Dominique pourra exploiter un autre secteur d'activité aussi. Valérie aussi sur l'Espagne. Oui, sur l'Espagne. C'était différent, mais vous l'avez exploité ici aussi. Il y a les pâtés Marcel et Henri. Alors, c'est un Français qui fait des pâtés ici à San Francisco. Et alors, il fait des pâtés, les saucissons, tout, et les rillettes. Mais ils ont 24 heures sur 24 un contrôleur de USDA, 24 heures sur 24. Pendant que l'usine fait tourner tout, il y a le contrôle. Enfin, c'est peut-être pour ça que c'est très difficile. Peut-être, il faut que tout ce qui est à manger soit très très bien contrôlé aux États-Unis. Oui. Donc ça, c'est la difficulté. Oui, alors on les avertit en France. À moins de manufacturer ici même. Voilà. Ouais. Donc ça, c'est autre chose. Et donc, Dominique, toi par contre, tu fais... Alors moi, j'ai travaillé pour 2 sociétés françaises donc à l'étranger. Tout d'abord en Allemagne, où donc j'ai réalisé une recherche d'agents pour ces 2 sociétés. Dans le domaine complètement différent de Valérie, dans le domaine du câble et du secteur industriel des produits en polyuréthane. Quels sont les points forts de cette école d'après toi? Enfin, qu'est-ce que tu peux nous dire? Alors moi, je sortais d'un bac scientifique, donc complètement réorienté vers autre chose. Vers l'économie, quoi. Et ce qui me plaisait dans cette école, c'est qu'on pouvait justement partir à l'étranger et surtout travailler pour des entreprises françaises. Et donc voilà, on se sent quand même utile. Et vous, que vous pensez la même chose, je pense que c'est peut-être aider le pays, non seulement d'aider soi-même, mais d'aider le pays, c'est ça? Bien sûr, et puis permettre à ces étudiants d'avoir des points de référence et de comparaison entre non seulement les pays européens, bien sûr, mais entre les continents et entre l'Europe et les États-Unis. Vous savez, quand Mitterrand devait être réélu, il y avait un représentant ici de, je crois, Jacques Chirac, c'était un sénateur. Il avait donné une conférence et il critiquait que la balance
des imports-exports en France avaient baissé sous Mitterrand, étant donné que lui représentait Jacques Chirac, etc. Et donc il voulait montrer que Mitterrand n'encourageait pas assez les exports, etc. Et que c'était très important pour la France peut-être de faire ça avec. Finalement, c'est Mitterrand qui a gagné. Mais c'est vrai que ça joue un très gros rôle dans les élections d'un président. Et surtout cette année. Il va y avoir les élections. Effectivement. Il va y en avoir d'autres bientôt. Oui, mais le truc, le point économique va être, il paraît, le point le plus fort cette année pour les élections aux États-Unis. Oui, tout à fait. Parce que c'est la dépression, il y a trop justement d'imports et pas assez d'exports. Et c'est horrible. Et en plus, il n'y a aucune école d'exportation. Oui, alors je disais tout à l'heure, certains, bien sûr, arrivent avec des missions préparées depuis l'Europe, mais certains étudiants arrivent à décrocher des marchés ou des idées, ramènent des idées sur l'Europe et notamment la France. Et faire l'opposé, oui. Donc vous aidez aussi les États-Unis. Absolument. J'ai un ancien étudiant, puisqu'avant d'arriver à San Francisco, j'étais le directeur d'une des écoles en France, celle de Lille. Et j'ai un ancien étudiant lillois qui actuellement importe des motos, des Harley Davidson sur toute la région nord-nord-est et qui marche plutôt bien, en les achetant bien sûr ici. D'accord. Donc c'est peut-être aussi une école qui doit être supportée par les États-Unis, enfin, d'après ce que vous me dites en ce moment. Enfin, c'est-à-dire qu'ils devraient. Ça pourrait l'être. C'est-à-dire pour venir vous installer aux États-Unis, vous-même en tant qu'école, vous avez demandé peut-être une permission d'être ici, n'est-ce pas? On s'est implanté bien sûr tout à fait légalement. On a notre école qui est implantée dans le downtown. Oui, donc aux États-Unis, tout est ouvert. Enfin, c'est très ouvert. Très ouvert. Il n'y a pas de restrictions. Par contre, si vous essayez de vous mettre au Japon, vous ne pourrez pas. Ça serait certainement plus difficile. C'est vrai. Il faudrait signer des accords avec des universités. Oui, ils sont très protectionnistes. Tout à fait. C'est-à-dire, même lorsqu'ils sont ici, ils achètent au plus possible ce qui est japonais, non pas ce qui est américain. Ils supportent bien leur pays. Et c'est-à-dire, moi, quand j'achète, je ne vois pas si c'est made in France avant d'acheter. Non, c'est vrai qu'on y fait sans doute moins attention. C'est-à-dire, on est beaucoup plus généreux avec notre argent en tant que consommateur. Il y en a qui achètent n'importe quoi, que ce soit fait à Taïwan ou en France, ou quoi que ce soit. C'est vrai que ce qui est fait en France peut-être doit être un peu plus cher ici, tandis que le dollar est à 5 francs 1 en ce moment. Donc ça va être un peu, ça va ralentir les... Le dollar est à 5 francs 20, 25 en ce moment. Oui, mais il est à 5 francs et par à Noël. Enfin, je sais pas. Il y a quelqu'un qui est allé, vous savez, le columniste français Hopkins, il a dit qu'il était à Paris et que c'était 5 francs. Enfin, c'est assez bas, quoi. Il avait baissé énormément, oui, c'est vrai. Oui. Donc c'est peut-être ça va un peu ralentir les exports. Peut-être, oui. Dans tous les cas, notre objectif, c'est de les développer soit depuis l'Europe, quant aux étudiants. Mais aussi, il faut trouver peut-être un produit qui manque complètement ici. Oui. Et par exemple, qu'est-ce qui manque ici? Ce qui manque ici, depuis mon arrivée. Que vous ne voyez pas, que vous avez vu en France. Alors, ce qui manque en premier lieu, c'est certainement certains produits alimentaires. Oui, la rillette. Oui, la charcuterie, auquel on est bien habitué. En France, En France, oui, c'est certainement ce qui pourrait manquer le plus en arrivant. Mais bon, en ce qui concerne les produits de consommation courante, on trouve tout ce que l'on... Mais justement, il y a une de vos étudiantes qui m'a apporté des chocolats de France. Ah oui. Comment elle s'appelle Cathy. Oui. Et justement, je lui ai dit d'encourager son père les exporte ici parce qu'ils étaient tellement bons. Et finalement, maintenant que vous le mentionnez, ils ne pourront pas, à moins de les fabriquer justement ici, d'amener leurs recettes ici, n'est-ce pas? Oui, il y a des lois drastiques concernant ces produits, chocolat ou... Que ce soit contrôlé à la loupe. Oui, tout à fait. J'ai certains étudiants qui ont essayé d'exporter, des étudiants belges qui étaient à Lille à l'époque et qui ont essayé d'exporter des chocolats belges et ils sont effectivement... Est-ce que vous savez par hasard quel est le produit français qui est le plus, enfin, du point de vue chiffre d'affaires, qui est le plus exporté aux États-Unis? Non. J'ai invité le French Trade Commissioner et il m'avait posé cette question. Et je lui ai répondu les parfums et les produits de luxe comme les habits Kierkegaard, les Chanel, etc. Et ben, il m'a dit non. Il m'a dit que c'est les avions. C'est l'export numéro 1 de la France. Ah oui. Donc
c'est quelque chose qui m'a vraiment étonnée. Je pensais que c'était... Parce que quand on pense à la France, ici aux États-Unis, on ne pense pas aux avions, on pense... En effet. C'est peut-être les avions de guerre, peut-être qu'ils dont tu parlais, je ne sais pas. Parce que... Je ne suis pas sûre. Il y a quelques avions commerciaux qui sont le Concorde. On a exporté des Airbus. Voilà, c'est ça. Ils doivent parler seulement des Airbus, mais en ce moment... On voyage quand même pas mal bon nombre de fois. Et vous savez que le BART a été fait par les Français. Oui, ils ont contribué. Ils ont eu le contrat, enfin parce que c'était le moins cher, enfin le bid le moins cher. Ouais. Donc pendant un moment, il y avait beaucoup de Français au lycée français qui travaillaient sur le BART. Et donc ça aussi, c'est un produit d'exportation. La matière grise, c'était des ingénieurs. Et c'est donc, on peut exporter des trucs qu'on touche et on peut aussi exporter des personnes. Bien sûr, oui. Des ingénieurs, etc. Par exemple, dans les constructions, chacun propose un prix pour construire quelque chose. Et puis la personne qui propose de moins est en général la personne qui obtient le contrat. Oui. Quelle que soit la nationalité. Ici, c'est le montant en dollars qui compte. C'est la seule chose qui compte, c'est le système capitaliste à fond. Je ne sais pas si c'est comme ça en France. C'est peut-être des lois différentes en France. Oui, sensiblement différentes, mais on réagit bien souvent de la même façon. Oui, mais j'ai parlé avec David et il m'a dit qu'il y a quand même, ou Philippe, je ne me rappelle pas, il m'a dit qu'il y avait quand même assez de protectionnisme pour l'import des voitures japonaises en France et que c'est limité à 13%. Oui, beaucoup plus qu'ici. Ici, c'est 90% presque. Ouais, quand on voit ils exagèrent, n'est-ce pas? Le parc automobile américain. Ils profitent à fond de l'américain, d'être des Américains, je pense. Les Japonais. Je sais pas. En tout cas, il y a de façon évidente beaucoup moins de protectionnisme aux États-Unis. Oui, j'ai peut-être une question à vous poser. Quand ici on va acheter un magnétoscope ou un speaker pour son auto, etc., on ne trouve rien de fait aux États-Unis. Tout doit être du Japon, donc on n'a pas le choix. Oui. Est-ce que c'est la même chose en France? Est-ce qu'il y a des magnétoscopes faits en France? Non, de moins en moins. C'est à peu près. C'est aussi la même. Vous avez pris un produit, un secteur d'activité où. Tout est contrôlé par les Japonais, c'est ça? De plus en plus, oui. Et pour les radios dans les autos? Les autoradios, si on a encore des marques européennes, Radiola, oui. Il y a quand même un peu. Blaupunkt, oui, non, quand même. Ouais. Quand même, on n'est quand même pas encore envahi. Vous n'êtes pas au niveau américain, donc. Non, loin de là. Ouais, ici, c'est où Taïwan ou Hong Kong ou Japon? Oui, les télévisions sont toutes. Je suis chez Télévision à l'école, effectivement, toutes de marques japonaises, il y en a. Et aussi. Complètement. Est-ce qu'il y a une compagnie française qui fait des télévisions? C'est-à-dire vous? En France, non. Je pense plus. À part Radiola. Ce sont des consortiums européens maintenant. Je ne pense pas qu'il y ait encore Philips, mais qui sont maintenant également qui ont des actionnaires européens. Ce n'est plus tout à fait. C'est plus français, c'est européen. Non. Mais ce n'est pas que des postes de téléviseurs japonais. Non. Ah bon. Non. Il y a quand même d'espoir pour l'Europe. Oui, tout à fait. Mais je pense que votre ministre, c'est comment qu'elle s'appelle? J'ai oublié, Edith. Oui, c'est elle critiquait à fond les Japonais. Ah oui, elle n'aime pas les Japonais, c'est vrai. Et vous savez qu'ils ont mis en torche sa caricature au Japon. Oui, vous avez j'ai vu lu ça? Oui. C'était horrible. Ils la détestent. S'ils mettent la main sur elle. Oui, ils la détestent bien, en fait. Mais je pense que, étant donné que, quand quelqu'un réagit d'une manière avec vous, vous devez réagir de manière avec eux. C'est-à-dire, si eux, ils veulent rien acheter de vous, il n'y a pas de raison pour que vous fassiez un effort vers eux, n'est-ce pas? C'est-à-dire qu'on achète, nous, les produits japonais en France, depuis la France? Si la France achète des produits japonais, et si les Japonais n'achètent rien de la France, par exemple, est-ce que vous pensez que c'est fair? Réagir de la même façon à ce point n'est peut-être pas la meilleure solution. Je crois que le protectionnisme exacerbé n'est pas la bonne solution dans tous les cas. Si les Japonais savent construire des automobiles mieux que... Mais est-ce que vous pensez qu'en business, il faut rendre la balle également? Bien évidemment. Voilà. Mais ce n'est pas s'enfermer dans un protectionnisme trop important. Ce n'est pas de s'enfermer de cette façon-là que cela va ouvrir les marchés mondiaux. Et ce n'est pas ce à quoi on forme nos étudiants en tout cas. D'accord. Ils ont l'habitude, je vous dis, de s'expatrier, de trouver les marchés le plus d'ouverture possible. Je pense qu'ils ne vont pas me démentir. Parce que c'est bien grâce à cela qu'ils arrivent à décrocher des idées ici et là, à travers l'Europe, à travers les États-Unis ou en Amérique du Sud parfois. Ah d'accord, ils peuvent aller... c'est pas moi qui vais vous dire le contraire. D'accord. Non mais par exemple, elle a l'air un petit peu suite. Si elle veut exporter, elle veut aller faire sa mission en Suède par exemple. Oui.
Vous la laissez? Bien évidemment. D'accord. Oui. Même s'il n'y a pas une école là-bas? Même s'il n'y a pas une école là-bas. D'accord. Donc c'est assez ouvert du point de vue très, très de la liberté. Ouvert, oui, tout à fait. Ils peuvent aller, par exemple, ils peuvent aller en la France, comment ça s'appelle, la Martinique, vous savez, ça c'est aussi la France. Oui, bien sûr. Donc, il y a beaucoup de possibilités. Et puis il y a aussi de l'autre côté la Malaisie, je sais pas. Oui, aussi. Bon, si les étudiants, à partir du moment où les étudiants vont dans les écoles européennes suivre les cours. Voilà, c'est français. Oui, Tahiti, oui. Mais bon, prenons l'exemple des étudiants qui se rendent en Espagne, s'ils décrochent un marché ou une étude de marché ou une mission sur l'Amérique latine, ils iront en Amérique latine mener à bien leur mission. Est-ce que, pour revenir au début de notre conversation, est-ce que vous mentionnez à vos étudiants l'importance des exports, etc., pour le pays? Largement. Dès l'entrée en première année et surtout en fin de première année. Et vous leur montrez comment l'argent rentre et sort dans un pays. Pourquoi c'est si important pour eux de s'en rendre compte déjà sur le terrain, en France et à l'étranger. Bon, c'est important et à ce point que au niveau du groupe, chaque année sont signés environ 500 000 francs français de contrats par vos étudiants. Oui, par école. Ce qui fait un total de... C'est faramineux, mais c'est donc réalisé uniquement par les étudiants. Qui ont réussi à exporter quelque chose? Oui. Oui. Donc ça va de 5 à 6 millions. Est-ce que ces chiffres sont communiqués à la presse ou bien au département de commerce? Bien évidemment, oui. D'accord. Je crois que c'est Dominique qui est passé par l'intermédiaire de sa mission à la COFAS, enfin ce qui a été mission COFACé. COFACé, oui, c'est-à-dire que mon action en fait est assurée par l'organisme de la COFAS. Ah bon? Donc en collaboration avec l'entreprise, on a un organisme d'exportation, c'est ça? Oui, qui assure en fait le risque à l'étranger pour les entreprises françaises. Et donc on a, en collaboration avec l'entreprise, monté un dossier et on est assuré donc pour un budget de l'ordre de 300 000 francs. Ah bon. Donc, est-ce que vous savez par hasard, est-ce qu'on vous a renseigné par hasard à l'école quelle est la balance des paiements en France? Est-ce que vous êtes plus, moins? Est-ce que vous importez plus, vous exportez plus ou bien c'est... Malheureusement en France on est négatif. Vous importez plus que vous exportez? Oui, en total oui. Je pensais que la France avait beaucoup d'idées. Ça tourne à peu près... Est-ce que c'est vrai qu'il y a 90% des idées françaises ne sont pas mises sur le marché? C'est-à-dire il y a beaucoup d'inventions mais elles ne sont pas mises sur le marché. Est-ce que c'est vrai? Et mener à bien jusqu'au bout? Oui, il y en a 90%, ça me semble beaucoup. Oui, mais il paraît qu'il y a beaucoup d'inventions, il y a beaucoup de matières grises, mais il n'y a pas trop de marketing. Il n'y a pas assez de marketeurs. Il y a de grandes lacunes à ce niveau-là. Donc c'est à vous de les former, c'est ça, les marketeurs. Tout à fait. Il y a beaucoup de création d'entreprises, mais comme vous le savez, les entreprises au bout d'un an, parfois, tombent. Il y a trop de red tape, c'est ça? Oui, il y a cela aussi, mais c'est pas seulement dû à ça, c'est parfois dû à de mauvaises préparations ou des marchés qui ne tombent pas suffisamment rapidement. En ce qui concerne si on prend des sociétés d'import-export, par exemple. Oui, il y a aussi quelque chose qui manque, pour vous donner constructive criticism. Oui. C'est la discipline. C'est-à-dire, il faut, pour être chef d'entreprise, se coucher tôt et se lever tôt. Et ça, c'est ce qui manque à vos étudiants. Je peux vous le dire franchement. Ils se couchent très tard et se lèvent très tard. Vous avez partie de la vie étudiante. Alors, bien sûr, il faut un certain équilibre. Mais pour réussir dans une entreprise, il faut commencer à 8h du matin. Tout à fait. Mais mes étudiants sont en cours à 9h du matin. Alors je ne sais pas ce qu'ils font la nuit, mais ils sont quand même en cours à 9h du matin. Ah bon, ils sont bien là-bas. Ils sont frais. Non, mais en finissant l'école, il faut qu'ils ont la discipline de savoir que pour qu'une entreprise soit successful, ce n'est pas simplement de l'ouvrir. Il faut aussi travailler dur. Parce qu'il y en a qui disent, bon, moi, je suis chef d'entreprise, j'ai besoin de rien faire, alors que c'est l'opposé. C'est un chef d'entreprise. marcher de cette façon-là. Chef d'entreprise doit travailler des fois même plus qu'un employé. Oui. Alors, je prends exemple avec les stages qu'on réalise pendant les vacances. Ça montre bien qu'on travaille presque 10 mois sur 12. D'accord. Oui, vous ne prenez pas autant de vacances, n'est-ce pas?
Non, ils sont loin de prendre beaucoup de vacances, ou 3 mois de vacances. Non, mais quand ils font leur stage, il faut peut-être qu'ils apprennent aussi la discipline d'être chef d'entreprise. C'est-à-dire. Effectivement, je crois que c'est ce qu'ils font d'année en année. Et de plus en plus, enfin, au fil de la première année, déjà, dès la première année, ils ont 2 stages de 2 mois menés à bien. Oui. Donc quand vous dites qu'ils s'amusent, oui, j'espère qu'ils s'amusent, parce que si, ça en fait partie. D'accord, c'est ce que j'ai remarqué, c'est-à-dire. Ils travaillent beaucoup aussi. Se chercher une mission, je pense qu'ils peuvent vous en parler. Se chercher une mission, ce n'est pas simple. Trouver une mission, passer les barrages secrétaires, franchir les portes des décisionnaires pour arriver effectivement à parler aux décisionnaires de l'entreprise qui va les envoyer en stage ou en mission, leur demander un certain budget, parce que bien évidemment l'étudiant travaille pour le compte d'une entreprise en lui demandant un certain budget. Quand je vous parlais des budgets tout à l'heure, des budgets mission import-export, quand je vous parlais des 5 à 6 millions de francs qui sont réalisés par année au sein du groupe, c'est autant d'argent donc demandé par l'étudiant pour mener à bien les missions à l'étranger. C'est-à-dire qu'il a fallu convaincre le chef d'entreprise que vous allez faire le travail, que l'étudiant va mener à bien cette mission, alors qu'il s'agisse d'une étude de marché, d'une recherche de distributeur ou des exemples comme Dominique et Valérie. Oui, mais on peut tromper aussi quelqu'un. Non, je ne pense pas à ce niveau-là. Je ne pense pas qu'un étudiant puisse tromper un chef d'entreprise. Le chef d'entreprise aura tôt fait de ne plus les recevoir ou de ne pas récidiver avec un étudiant ou de ne pas accepter le rendez-vous si au bout de la première fois ou deuxième fois, l'étudiant n'a pas été suffisamment convaincant. D'accord, mais je pense qu'ils n'ont pas de temps étant donné qu'il paye d'avance, l'étudiant peut ou ne pas faire la mission. Justement, il ne paye pas obligatoirement. Je crois qu'il y en a. Il ne paye pas d'avance. Alors moi, il me paye mois par mois et en fonction des rapports que je renvoie. Donc de toute façon, il n'y a pas de... Bon, le risque est minime pour eux. Et puis étant donné que la solution étudiante est quand même beaucoup moins chère que la solution professionnelle, je pense qu'au niveau financier, ils n'ont pas de gros risques en fait. Il y a quelque chose que j'aurais voulu faire depuis le début, c'est de parler de vous. Est-ce que vous êtes un exportateur? Un exportateur? Non, est-ce que quel est votre background? In a way. Mon background, j'ai passé une maîtrise d'anglais éco, parallèlement à l'école de commerce. Et c'est à quoi je suis parti travailler en Irlande pendant 3 ans sur un campus universitaire. D'accord. Où j'étais responsable du département marketing et français, avec responsable donc, de 400 étudiants à l'époque, qui étudiaient le marketing et le français en même temps, avec le lancement de projets sur le campus, ça n'existait pas à l'époque. Donc vous avez exporté un peu votre masterclass? Un petit peu, puis je suis rentré en France. C'est-à-dire les Irlandais vous payez? Ah oui, bien sûr, j'étais ce qu'ils appelaient junior lecturer à l'époque. Et je suis rentré en France. J'ai intégré une entreprise américaine, Rank Xerox pour ne pas la nommer, pour 1 an. D'accord. Suite de quoi j'ai démissionné et j'ai créé une entreprise. Un centre de langue. D'accord. Et quand vous me demandez si j'exporte ou non, oui, j'essaie parce que j'essaie d'organiser des échanges linguistiques entre non seulement les pays européens et puis maintenant donc avec la France et les États-Unis. Il y a une école ici qui s'appelle Linguex, vous la connaissez? Oui. Les cours par téléphone? Oui, tout à fait. Très bien. De nom et oui. Il paraît qu'ils sont très successful, c'est vrai? En France en tout cas. Oui, ils sont très performants. Très performants. Ils voulaient justement un représentant dans la côte ouest. Ah oui. Si ça vous intéresse, je pouvais vous donner leur documentation. Bien volontiers. D'accord, c'est aussi une très bonne... Je pense qu'un produit très exporté par la France, c'est les teachers. C'est-à-dire qu'il y a 5000 écoles dans tous les pays francophones de la France. Oui, exact. Donc la France exporte beaucoup l'enseignement. Oui, ce qui prouve qu'il n'est pas si mauvais que cela. Mais le problème, c'est que c'est la France qui paye, donc c'est pas exactement l'information. Ils exportent la culture, voilà. Oui. D'accord. On ne peut pas dire que c'est de l'exportation. Dans un sens, si. Parce qu'il y a les touristes qui viennent après les voir et donc ils dépensent de l'argent en devises. Donc oui, c'est aussi de l'export. Bon, vous avez déjà parlé de votre mission aussi aux États-Unis ou pas encore? Pas complètement. Pas complètement. Allez-y. Déjà, j'ai réalisé une deuxième mission en Espagne qui s'appelle JLB. J'ai travaillé pour les Jeux Olympiques. Donc j'ai exporté un produit pour les Jeux Olympiques et le contrat fut signé au mois de décembre. C'est pour le concours hippique. Et pour les États-Unis, je n'ai pas de mission, c'est-à-dire qu'elle se trouve encore en Europe. Quand vous dites les Jeux Olympiques, vous voulez représenter des quoi? Nous exportons, nous vendons un produit pour les Jeux Olympiques qui se déroulent à Barcelone, qui se déroulent des obstacles pour le concours hippique. Ah d'accord, donc c'est un produit très très spécial. Voilà. D'accord, mais les Jeux Olympiques ont commencé, non? Pas encore. C'est l'été 92. Ah, pour le prochain, ok. Alright. Donc vous essayez donc
montrer ce produit aux représentants des Jeux Olympiques ou... Ça y est, c'est fait, c'est acheté. C'est fait? C'est fait, c'est acheté, oui. Oui. Ouais. Ah bon? C'est pas seulement représenté, c'est vendu. la mission c'est-à-dire le comité olympique de Barcelone a acheté un produit français. Et ici? Donc le produit de mon entreprise. Et aux États-Unis, pour l'instant, je travaille un peu à mon compte. Je ramène des voitures en France. Pour ramener des voitures en France, donc vous faites de l'importation. Vous allez contre votre pays. Bon, mais voilà. C'est pas grave, okay. On vous pardonne. Alors, et vous? Alors moi, je fais uniquement de l'exportation. Donc, je travaille aux États-Unis pour des sociétés françaises. Oui. Donc, je dois assister à plusieurs salons dans le domaine de ces sociétés. Et puis, rechercher, donc, comme en Allemagne, des agents commerciaux. Pour exporter quoi? Pour exporter des attaches de câbles pour le domaine de l'offshore. Donc, bon, c'est un domaine très, très particulier. C'est quoi offshore? Oui, c'est-à-dire... dans la navigation? Oui, toutes les plateformes pour la recherche du pétrole, donc tout ce qui utilise du câble et donc des attaches. Et donc, je suis là pour chercher quelqu'un voulant représenter cette société aux États-Unis. Vous savez que de plus en plus, la technologie, c'est sans câble, c'est wireless cable, vous savez? Oui. Il faut vite faire avant que ça va envahir. C'est bientôt de plus en plus pas des câbles. Enfin, je ne sais pas si vous êtes au courant des nouvelles technologies. C'est-à-dire que nous, c'est des câbles électroporteurs, donc il y a quand même un effort, donc obligatoirement, ça ne peut pas être de la transmission radio. Donc de toute façon, on doit utiliser ces câbles et donc des attaches. Ah d'accord. Bon. Je ne m'y connais pas tellement, mais je pense vous devez quand même connaître le produit. Oui, bien sûr. C'est-à-dire que j'ai connu l'entreprise un an avant mon premier travail en Allemagne. Oui. Donc j'ai suivi des périodes de formation pour ce produit. Pour connaître ce que vous vendez, n'est-ce pas? D'accord. Et puis donc j'ai trouvé des agents en Allemagne, donc qui représentent maintenant cette société en Allemagne. Donc c'est le même travail que je dois faire après ma période de cours aux États-Unis. Ok, bon, ben merci à Valérie et à Denis. Dans le cadre de stage, où il a fallu effectivement bien démarcher les entreprises. Ils n'ont pas le temps seulement de s'amuser finalement, comme vous disiez tout à l'heure. D'accord, tant mieux. D'accord, bon ben merci à vous trois. Je pense qu'on a bien présenté la partie export, attendez, c'est très bien dans les nouvelles. Et vous avez très bien représenté l'école. Merci à vous trois. Merci. C'était donc trois représentants de l'école ici de San Francisco qui s'appelle Wheeler et c'est une école commerciale. Donc ça s'appelle Wheeler International de Management. International School of Management. Voilà. Donc c'est Wheeler International School of Management. Merci beaucoup.